De ses villages perchés à ses eaux cristallines, la Provence sourit aux visiteurs qui la parcourent. Terre d'aventure en toute saison, la beauté de ses paysages et la diversité de son écosystème rivalisent avec un patrimoine d'exception. Au parfum des roses, la Provence réveille nos sens et nos papilles. Elle nous invite à admirer les splendeurs du passé et la vitalité de ses traditions. Avec ses 300 jours de soleil par an, la région se découvre à l'air libre. Situé entre les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, le Var est un des départements emblématiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les côtes provençales présentent une grande diversité. Tout le long du littoral, malgré une pression immobilière de plus en plus forte, il existe des lieux préservés et spectaculaires, en particulier autour du cap Sissier qui domine la Seine-sur-Mer et la rade de Toulon. Au pied du cap, côté est, plusieurs criques et plages ne sont fréquentées que des seuls initiés. Certaines n'ont pas un accès évident. Depuis la plage de la Verne, les contours du cap se dessinent à l'horizon. La plage abrite une petite calde pointue, ces barques de pêche traditionnelles qui par le passé naviguaient avec des voiles triangulaires. Certaines sont encore utilisées pour la pêche, mais la plupart servent surtout à la navigation de plaisance. Toutes ces plages sont des lieux privilégiés en comparaison de certaines stations balnéaires de la Côte d'Azur. Sur la côte ouest du Cap, l'île des Ambiers se distingue à peine dans la brume. À Sifour-les-Plages, le port du Brusque héberge lui aussi quelques pointus. De là, une passerelle relie le continent aux îles du Petit et du Grand Gaou. Au large, l'île des Ambiers s'étale sur 95 hectares. Paul Ricard a acquis l'île en 1958 afin de créer un lieu de villégiature respectueux de l'environnement. Membre du réseau Natura 2000, reconnu pour la rareté et la fragilité de son milieu naturel, l'île possède à elle seule 90% des essences végétales méditerranéennes connues. Elle constitue aussi un précieux refuge pour les oiseaux. Le site présente plus de 300 espèces florales et fruitières, dont des arbousiers, reconnaissables à leurs petits fruits rouges orangés que l'on récolte en hiver. Un institut océanographique mène depuis 1966 des études sur tout l'environnement marin, et notamment sur la lagune du Brusque où pousse la cymodocée, une herbe particulièrement précieuse pour la vie marine. Cette cymodocée cet herbier couvrait toute la lagune du Brusque il y a encore quelques années. Et nous avons dans nos salins encore la présence de cette cymodocée. Nous avons donc, avec l'agence de l'eau, transplanté cet herbier, quelques zones d'herbier dans la lagune du Brusque. Et nous avons pu constater depuis quelques mois la régénération de cet herbier. Cet herbier en fait a une autre vertu. Cet herbier va accueillir des juvéniles de poissons qui vont venir se nourrir et qui vont grandir ici et qui vont venir repeupler en fait les populations de poissons au large ou sur les côtes de Méditerranée. À une quarantaine de kilomètres de là, les Bouches-du-Rhône abritent la capitale de la Provence, Marseille. La cité phocéenne reste une ville inclassable qui déconcerte l'étranger, à la fois belle et dynamique, mais dont les excès peuvent surprendre. Sa basilique emblématique surnommée la Bonne Mère veille sur une ville qui s'étend sur 15 km. En contrebas, le palais du Pharaon, construit par Napoléon III, se dresse à l'entrée du Vieux-Port. Celui-ci possède une configuration assez unique pour une ville de cette taille.
Si ce n'est pas le cœur de la cité, c'est à l'évidence l'un de ses poumons. Chaque matin, accostent encore quelques pêcheurs venus vendre leurs prises de plus en plus limitées. Les habitués connaissent leurs bateaux favoris et savent ce qu'ils pourront y trouver. Celui-là, il est vivant. En direction d'Aix-en-Provence surgit la montagne Sainte-Victoire, dont les contours ont inspiré de nombreux peintres. À ses pieds, au cœur du parc départemental de Roque-Haute, s'étend une réserve naturelle géologique couvrant 140 hectares. Créée en 1994, elle recèle une richesse biologique exceptionnelle. Toute la partie centrale dite des Grands Creux est pour cette raison interdite d'accès. Il faut dire que la réserve est connue pour son gisement paléontologique d'œufs de dinosaures. Ce matin, l'équipe de Thierry Tortosa, le conservateur de la réserve, est déjà au travail depuis plusieurs heures. Chaque année, nous faisons des fouilles pour mieux comprendre comment les dinosaures pondaient et se reproduisaient sur ce site. Et donc, ce sont des milliers d'œufs qui ont été trouvés. Et là, aujourd'hui, on a fait une belle découverte, donc on continue. Je me pose la question si en fait le premier, tous les autres œufs qui dateront, qui sont sur le même horizon fossilifère, et voir. Nous sommes sur des faunes qui ont environ 74 millions d'années, donc on est en plein Crétacé supérieur, c'est la fin de l'âge d'or des dinosaures, avant leur extinction qui a eu lieu il y a 66 millions d'années. C'est quand même fou, hein. On laisse le cycle. Pour le moment, il faut une certaine imagination pour distinguer un œuf dans cette roche. Ils n'ont pas dégradé, ils ont juste Non, mais c'est fou, quoi. Donc on va prélever le bloc qui contient le fossile. Cela semble tellement improbable à une quinzaine de kilomètres seulement d'Aix-en-Provence. Voici à quoi ressemble un œuf de dinosaure. On constate qu'il est complet. En fait, il n'est pas ouvert, c'est un œuf non éclos. Et on peut apprécier donc la coquille tout autour qui forme des petits polygones et avec cet aspect granuleux qui est typique de coquilles d'œufs de dinosaures donc, de cette époque en Provence. La montagne Sainte-Victoire est associée au peintre Paul Cézanne, qui l'a magnifiée dans ses toiles à plusieurs reprises. Sa maison, située à l'entrée d'Aix-en-Provence, est restée en l'état, en particulier son atelier très lumineux et spacieux, où il peignait parfois de très grandes toiles. De 1902 à sa mort en 1906, le peintre a travaillé tous les jours dans cette pièce, berceau de dizaines d'œuvres aujourd'hui conservées dans les plus grands musées du monde. Aix est la capitale historique de la Provence. Elle affiche une séduction toute aristocratique qui repose notamment sur l'inimitable cachet de ses hôtels particuliers aux façades ocre, finement ouvragées. Des fontaines, un remarquable patrimoine artistique et culturel, des cafés, des restaurants, autant de manifestations d'un art de vivre inégalé qui s'exprime dans les étroites ruelles du centre. Il n'est pas étonnant dans ces conditions qu'elle soit devenue une ville universitaire plébiscitée par les étudiants. Ce foisonnement culturel et artistique, on le retrouve aussi dans les ateliers comme celui de la famille Buffil, niché dans une traverse au centre. Ici, la céramique est une activité artisanale et utilitaire, mais aussi artistique. Vincent a repris l'atelier de ses parents, perpétuant le dynamisme de la poterie à Aix. Un courant né après la guerre, avec une dizaine d'artistes particulièrement créatifs. Par contre, je bloque complètement là.
Alors ça s'appelle l'estampage en creux là, parce que traditionnellement à Moustier, dans les centres de céramique du XVIIIe siècle, on faisait souvent des estampages mais en bosse. On a une table de fabrication, de retouche et une première cuisson qui s'appelle le biscuit. Et après on va tremper dans un émail et on va recuire au four une deuxième fois. Et on aura cette pièce finie. Et vous voyez que les traces de fabrication à l'intérieur du moule sont assez intéressantes parce que ça fait quelque chose de vivant, de moins industriel que si c'était fait à la machine. Et toute cette période-là, après-guerre, ça a été un renouveau extraordinaire pour toute une génération de jeunes gens qui arrivaient d'un peu partout, qui se sont retrouvés à Aix complètement par hasard. Il y a eu un renouveau de la céramique, pas un renouveau parce que ça n'existait pas, mais une création artistique autour de la céramique. Est-ce que c'est l'influence de tous ces artistes qui sont arrivés après la guerre dans la région, avec Picasso bien sûr qu'on connaît surtout, mais bien d'autres peintres qui ont fait aussi de la céramique. Son fils Romain travaille avec lui, en apportant sa propre touche créative. Nous, on se considère comme des artisans d'art, avec un sens artistique, certes, mais surtout avec cet esprit artisanal quand même assez important. Et ce qui a pu donner lieu à des travaux que j'ai fait par exemple sur le thème du tatouage. Nous partons maintenant pour une enclave particulièrement recherchée en plein cœur de la Provence, le Luberon. Davantage que son église ou son passé historique, le village de Cucuron se singularise par une étonnante place de marché, située autour d'un étang bordé de platanes bicentenaires. C'est ici que Florence Rumeau vend sa production de miel particulièrement recherchée. Bon, ici, c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir aussi des bons miels de cru. Il y a le miel de romarin, qu'on fait miel de romarin, le miel de garrigue qui est un mélange de thym, romarin. Et la lavande, c'est le top du miel d'été, quoi. Nous, on a une bonne heure de route pour aller porter des ruches sur les plateaux de Valençol, plateau de Riez, plateau de Sceaux. Mais il y a des gens qui viennent de très loin, même des apiculteurs qui viennent de très loin pour rechercher ce miel de lavande. On a la chance d'être juste à côté et c'est en ce moment. C'est les transhumances, là, c'est fin juin et on récolte mi-juillet. Belle ruche, ça. Pour récolter du miel de lavande, eh bien, il faut qu'il y ait une météo très favorable, c'est-à-dire pluie juste avant la floraison, pluie régulière et une pluie début juin. Là, on sait que s'il pleut début juin, on fera une récolte favorable. Toute son extraction se fait à froid. La nature fait le reste. Un peu à se troubler. Donc miel de lavande, qui est quand même notre spécialité ici. De loin, Opède-le-Vieux ressemble à une magnifique sentinelle. Cette forteresse abandonnée au début du XXe siècle par ses habitants, partis dans la plaine, s'élève dans un décor de verdure et de roches. Remonter la Calade, le chemin pavé, nous invite à voyager dans l'histoire jusqu'aux premières traces d'occupation du site, pendant l'époque romaine. Des artistes et quelques passionnés ont repris possession des lieux en restaurant ces vieilles demeures magnifiques. L'isolement et la beauté de la région ont aussi séduit différentes communautés religieuses, venues méditer dans ce cadre naturel d'exception pendant la période médiévale.
En contrebas du village de Ménherbe, l'abbaye Saint-Hilaire est un ancien couvent de frères Carmes, remarquablement conservé. Bien, on est dans les premiers lieux de christianisation du début du christianisme, des périodes des années 5e, 6e siècle. Et ensuite, pendant toute la période du Moyen-Âge, se sont bâtis des couvents, des petites chapelles rurales. Effectivement, depuis 1961, nous sommes très conscients, toute la famille, d'avoir un privilège d'habiter dans un lieu aussi emblématique de la vie religieuse du Moyen-Âge. Mais comme vous avez vu, le bâtiment mérite beaucoup de restauration, beaucoup d'entretien, y compris les aménagements des terrasses extérieures. Et en fait, c'est un engagement moral que la famille a pris du temps de mes parents et aussi aujourd'hui de continuer. À quelques kilomètres de là, planté sur sa falaise à l'extrémité du plateau du Vaucluse, face au Luberon, Gordes offre au soleil ses pierres dorées par le temps, ses ruelles où il fait bon se perdre. C'est l'une des stars de la région. Silhouette monumentale, le château, bâti à la Renaissance sur l'emplacement d'une forteresse médiévale, présente une allure austère. À quelques kilomètres autour du village, le sol renferme un trésor sur lequel bon nombre de visiteurs ont pu marcher sans en soupçonner l'existence. Robert Florent en connaît tous les recoins. C'est son chien qui l'aide à trouver ce diamant noir. Là, elle va sur un truffier, approchez un peu. Hop, 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 elle a dans la bouche. Allez, tiens, allez. Ouais, viens là. C'est l'avenir de la truffe dans le milieu naturel, c'est de les protéger des sangliers. Parce que bon, lorsqu'il y a des bonnes places, ça vaut la peine, ça s'amortit facilement dans une seule saison. C'est un peu du boulot, mais c'est très utile et c'est très rentable. À l'heure d'aujourd'hui, le sanglier en forêt nous prend plus de 50% de la production. Et voir si ça continue comme ça, peut-être le sanglier va nous faire disparaître la truffe sauvage des monts du Vaucluse. Voilà. Viens là. Putain. C'est une truffe qui fait 100 grammes, vous voyez, qui est vraiment très belle, surtout pour la saison. Elle a mis, comme les autres, elle a mis 8 mois à venir, donc avant d'arriver à maturité aujourd'hui. C'est formidable. Pour une mauvaise année, c'est formidable. Voilà. Tiens, bébé. Pourquoi les arômes sont plus puissants? En fait, c'est tout simplement parce que la truffe, dans son milieu naturel, eh bien, elle lutte pour arriver, elle lutte contre tous les prédateurs, la sécheresse, le trop d'eau. Toujours dans le Vaucluse, Richeranche attire sur son marché la fine fleur des trufficulteurs, venus proposer leur récolte aux grossistes, aux restaurateurs et à tous les amateurs. Les spécimens les plus rares se négocient à l'arrière des voitures. Discrétion oblige. Les arômes envahissent le village. Une effervescence toute particulière règne chaque 3e dimanche de janvier lors de la célébration de la messe des truffes. La cérémonie est dédiée aux précieux champignons et rend hommage à Saint Antoine, le grand patron des trufficulteurs. Je dois être le curé le plus heureux de France. Regardez tout le monde qui se presse à la messe. Et puis, en général, la quête, elle est bonne. Moi, il y avait aquí
c'est già di pelle che se ne servient i giudici. Pendant la quête, les truffes voisinent avec des billets de banque. Elles seront mises aux enchères au profit des bonnes œuvres. Vous êtes tellement bête, on va vous prendre, on va prendre l'arrière des stades. C'est pas vous qu'on prend, hein? On les sent bien. Le Luberon possède d'autres richesses dans son sol. Construit au cœur du plus grand gisement d'ocre au monde, Roussillon est reconnaissable à ses teintes rougeoyantes et dorées. Ruelles et escaliers, vieilles demeures, églises et places offrent un ensemble harmonieux et rappellent ce temps où la ville ne vivait que du fabuleux pigment. Déjà réputé pendant l'Antiquité, l'ocre du Luberon a connu une exploitation industrielle à partir du XVIIIe siècle. La dernière carrière en activité est située non loin de là, à Gargas, et fournit encore au monde entier cette variété unique de pigments naturels. Avant de quitter le Luberon, nous allons découvrir un lieu unique qui perpétue une autre tradition provençale, la culture des roses destinée à la parfumerie de luxe. En retrait de l'île sur la Sorgue s'étend un jardin de quelques 3500 roses. La variété récoltée aujourd'hui est unique, la Centifolia Battistine Georgis. Cette rose a été créée par la propriétaire des lieux, Roselyne Georgis. Quand elle est comme ça, le pompon s'ouvre. Et là, elle dégage tout son parfum, parce que le parfum, il est à la naissance des pétales, dans le pétale lui-même. Donc il faut qu'elle soit bien ouverte. Mais qu'il n'y a pas d'intérêt aromatique. C'est émouvant parce que c'est bientôt la fin de la récolte. Et pendant un an, elles vont disparaître, quoi. Alors elle est là une fois par an, c'est déjà un miracle. On fait durer le plaisir. Alors maintenant, après la cueillette, on va dire qu'on a 2 heures pour mettre en distillation, pour avoir la qualité optimale de ce que contiennent ces roses. Manon, l'assistante de Roselyne, va mettre l'alambic en place. Elles vont ensuite remplir le chaudron avec la récolte de la matinée. Tu vas aller aussi prendre les petits cœurs de rose. Hein. 1 kilo de rose donne 1 litre d'eau de rose riche. Et qu'on travaille sur 10 kilos. La battistine est particulièrement généreuse. Chaque fleur comporte plus de 100 pétales. Elle devrait donc récupérer près de 10 litres d'eau de rose riche. Le savoir-faire, il a été lié à la qualité de l'eau. Grasse ou Fontaine de Vaucluse sont des eaux vauclusiennes qui permettent des distillations de qualité remarquable parce que l'eau est très pauvre, n'a pas de sels minéraux. Et la Sorgue est justement une eau vauclusienne. Donc c'est un atout majeur pour nous par sa température qui est stable autour de 15 degrés et le fait qu'elle n'a pas de sels minéraux. Donc elle est très neutre à l'arrosage, elle ne dérange pas les plantes qui auraient besoin d'un peu plus d'acidité. On est en pH neutre. C'est le sommet du luxe puisque on va chercher à obtenir le meilleur d'une récolte jusqu'à être prête à millésimer notre travail.
les récoltes d'une année ne sont pas les mêmes que l'année suivante et on peut s'offrir le luxe de cette différence qui nous inspire pour créer des parfums qui sont liés à l'année de fabrication. Le laboratoire est installé à Fontaine-de-Vaucluse, dans une ancienne demeure entièrement restaurée par Roselyne. Chineuse et aventurière, la propriétaire expose dans sa maison-atelier ses nombreuses collections. Dans la partie laboratoire, Manon procède à ses essais pour créer de nouveaux parfums. Donc à l'école, on apprend les matières premières une par une, etc. Et c'est auprès de parfumeurs comme Roselyne que j'apprends à les mélanger, à les composer, à leur donner des histoires et des sentiments. L'île sur la Sorgue est très proche à vol d'oiseau du Jardin des Roses. Au XIIe siècle, c'était un village construit sur pilotis et les marécages s'étendaient à l'infini. De cette époque, la ville a conservé des canaux et des moulins à eau. Quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans le Luberon, il y a de grandes chances d'apercevoir sa silhouette massive, surmontée d'une collerette plus claire, qui selon les saisons peut être du calcaire ou de la neige. C'est en hiver que le mont Ventoux est sans doute le plus intrigant, quand il échappe aux foules venues vénérer les dieux du vélo. Culminant à 1910 mètres, le mont abrite un observatoire météorologique dont la construction remonte à 1882. Pierre Perret vit en bas de la montagne et en connaît parfaitement l'histoire. Donc en fait, on est dans le Ventoux. Paradoxalement, on a l'impression d'être dans un espace naturel qui a toujours été dans le même état, mais c'est une forêt de reconstruction. C'est-à-dire qu'ici, on a expérimenté plein d'essences forestières dans l'objectif de rapidement recoloniser l'ensemble du massif pour maintenir le sol et l'humidité. Donc le Ventoux, ça a d'abord été une île au milieu d'une mer. Plus au nord, là où aujourd'hui on a les Alpes, eh bien on avait un océan alpin. Les Alpes étaient encore à peine imaginées. Donc quand les Alpes ont commencé à se mettre en mouvement sous l'océan alpin, à plus de 4000 mètres de profondeur, le Ventoux était déjà émergé comme une île. Voilà. C'est pour ça qu'on trouve d'ailleurs beaucoup de coquillages dans le Ventoux. Tout près du sommet a été érigée une chapelle souvent visitée l'été par les amateurs de dénivelé en vélo. À une quarantaine de kilomètres au sud-ouest, au bord du Rhône, voici Avignon. Rares sont les villes en France qui peuvent revendiquer un patrimoine aussi riche. Même s'il est chanté par les enfants de tout le pays, on ignore le plus souvent le vrai nom du pont d'Avignon, le pont Saint-Bénézet. Il n'a conservé que 4 des 22 arches qui enjambaient autrefois le fleuve. D'après la légende, sa première pierre aurait été posée en 1177 par Saint Bénézet, après avoir entendu des voix célestes lui ordonnant la construction de l'édifice. Dominant la ville du haut de ses tours, le Palais des Papes est un chef-d'œuvre de l'architecture médiévale, inclassable, qui s'apparente autant à une forteresse qu'à une abbaye ou un château. Peu disposé à rejoindre l'Italie en proie à des guerres intestines, le pape Clément V choisit de s'installer dans la région d'Avignon au début du XIVe siècle. Mais c'est son successeur, Jean XXII, qui établit véritablement sa résidence dans la ville en y demeurant durant tout son pontificat. Sous Benoît XII, la construction du palais débute en 1335. L'édifice sera par la suite la résidence de 7 autres papes jusqu'à ce que Rome redevienne l'unique capitale du Saint-Siège. Que ce soit dans la chambre du cerf ou la chambre du pape, plusieurs peintures murales sont dans un étonnant état de conservation. Les fresques sont jugées inestimables. Elles témoignent du travail novateur des écoles de peinture françaises et italiennes au XIVe siècle.
Dans un renfoncement de la salle du conclave, les fresques de la chapelle Saint-Martial sont elles aussi remarquables. Elles sont signées de l'artiste italien Matteo Giovannetti. Dans sa grande majorité, l'ensemble a été entretenu et rénové. Quelques salles ont été laissées en l'état, témoins de l'usure du temps. Un vaste chantier de réhabilitation du palais a débuté en 2020 et devrait se poursuivre jusqu'en 2024. Aujourd'hui, le Palais des Papes est l'un des lieux d'accueil du Festival de théâtre d'Avignon. À cette occasion, la scène et les gradins viennent d'être réaménagés dans cet écrin d'exception. Au nord de la ville, le Rhône arrondit son parcours autour de vignes parmi les plus fameuses de Provence. Le village de Châteauneuf-du-Pape doit sa notoriété à son vin, constitué de 13 cépages parmi lesquels le Grenache, la Syrah et le Mourvèdre. Ces vignes sont la propriété de la famille Perrin. Elles ont été acquises au XVIe siècle par Pierre de Beaucastel, dont les armoiries figurent encore aujourd'hui sur les bouteilles de vin. Le domaine est véritablement exploité à partir de 1909 et transmis à la famille Perrin qui en assure encore aujourd'hui l'héritage. Après un printemps pluvieux, il y a beaucoup de travail dans les parcelles pour enlever la végétation superflue et réduire les gourmands qui altèrent la pousse des vignes. Le domaine est en bio depuis toujours. En fait, plutôt, il n'est jamais passé en agriculture chimique. Donc, il n'y a jamais eu de produits sur les parcelles, de produits chimiques. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un vrai plus parce qu'on a des sols vivants, on a des vignes vivantes qui savent se défendre elles-mêmes contre les différentes agressions. Alors nous, à Beaucastel, la particularité, c'est qu'on a beaucoup de Mourvèdre plantés. On a à peu près un équilibre entre le Grenache et le Mourvèdre, ce qui est rare parce que sur les autres domaines à Châteauneuf, c'est plutôt le Grenache qui est très majoritaire. Parce que souvent, quand on parle terroir, on pense uniquement au sol et au climat. Et il y a aussi le savoir-faire de l'homme, qui est la troisième composante du terroir. Et je pense que c'est vraiment la combinaison de ces trois avec un sol typique de Châteauneuf, avec des galets, de l'argile, un sol assez profond. Donc nos vignes, même en plein été, quand il fait sec, elles ne souffrent pas. Elles arrivent à les puiser au fond de tout ce dont elles ont besoin. La présence importante de cailloux roulés témoigne de l'époque où le Rhône, qui ressemblait alors à un torrent, arrachait au flanc des Alpes des fragments de roches. Alors ça a été un avantage pendant de nombreuses années parce que ces galets, ça fait des sortes de bouillottes. Ça chauffe la journée et le soir ça restitue la chaleur à la vigne. Donc les années où on avait du mal à mûrir, c'était un avantage. Aujourd'hui, on a plutôt le problème inverse, à savoir que le réchauffement climatique étant là, on a de plus en plus de chaleur. Les maturités en termes de sucre arrivent de plus en plus vite. Et dans ce cas-là, les galets qui réchauffent encore plus l'atmosphère, aujourd'hui, c'est plus forcément un avantage. Les caves du domaine sont situées suffisamment en profondeur dans le sol pour y maintenir une température fraîche et permettre au vin d'évoluer pendant de nombreuses années. Les meilleurs crus se dégustent 20 à 30 ans après leur récolte. Nous partons vers le sud, à quelques kilomètres de là, vers un autre village de légende, les Baux de Provence, avec son château érigé au XIe siècle. C'est un château semi-troglodytique, ce qui en fait sa particularité, qui est sur un promontoire rocheux, donc une place dominante et un point clé stratégique. Et donc les constructions ont pris appui sur la roche et l'ont complété. Les Baux de Provence ont toujours eu une fonction défensive. Au XVIIe siècle, le roi Louis XIII fait démanteler la forteresse dont il redoute la puissance.
cette place forte était considérée comme un fief de rebelles. Et donc à 2 reprises, le pouvoir royal a décidé de détruire les remparts et de démanteler le site du château des Baux-de-Provence. Les Baux attirent plus d'1,5 million de visiteurs par an. Cette mise en scène minérale, alliée à l'atmosphère générale du site et à la qualité des infrastructures touristiques, attire les foules. Il faut profiter des heures matinales pour en parcourir tranquillement les ruelles. Juste à côté, Saint-Rémy-de-Provence connaît la même ferveur de la part des touristes. La ville est devenue un passage obligé pour tous ceux qui visitent la région. Comme en témoignent les grottes décorées de gravures rupestres situées aux alentours, les origines de la ville remontent à la préhistoire. Sur la commune de Saint-Rémy, le site archéologique de Glanoum présente les multiples visages des occupants successifs de ces terres. Fondé par des Celtes, dédié au dieu guérisseur gaulois Glanis, édifié de bâtiments grecs, le village prend le nom de Glanoum après la conquête romaine. L'attrait du site réside dans son double avantage de posséder une source et de bénéficier de la protection géographique des Alpilles. Saccagée par des invasions barbares aux alentours de 270, la ville est alors abandonnée. Ces pierres seront utilisées pour construire ce qui deviendra la ville de Saint-Rémy-de-Provence. Nous partons aux confins des Hautes-Alpes de Provence, à Isola, un des villages les plus haut perchés de la région. À plus de 2000 mètres d'altitude, autour du massif du Mercantour, le spectacle est superbe. À cheval sur la frontière franco-italienne, le col de la Lombarde relie la vallée de la Tinée à la région du Piémont. Jusqu'en 1947, toute cette partie appartenait encore à l'Italie. La station d'Isola 2000 exploite aujourd'hui ce domaine d'exception. Construite en 1971, elle propose aux amateurs de glisse 120 km de pistes pour tous les niveaux. En montant vers la cime de Sisteron, le paysage reste grandiose. Les jours de grand beau temps, on peut apercevoir au loin la mer. À l'entrée de la station, la fromagerie-vacherie de Chastillon est sans doute la ferme située à l'altitude la plus élevée en France. On y trouve une 50aine de vaches dont le lait sert à la fabrication de fromage à pâte molle et de tomes dans des conditions parfois très rudes. Et là, les bébés du mois. Voilà, dans un mois, voilà. Au mur, on a placé des blocs de sel, un ajout essentiel à l'alimentation des vaches. Le sel, c'est plein de sels minéraux, du magnésium, du zinc. Ça a des effets très importants sur les pieds, par exemple, vous savez, pour qu'elles aient un bon sabot, qu'elles soient résistantes à la montagne aussi. Voilà, là il est bien joli, il a une jolie forme. Donc vous voyez, là, ce fromage, là, comme ça, c'est de la fleur d'Isola. Celui-là, on le met à tremper 24 heures dans l'eau salée. Voilà, on les met tremper 24 heures, bien comme ça à plat, dans de l'eau qui a 30% de sel. Pourquoi? Parce que pour avoir des arômes et conserver le fromage, il faut qu'il soit quand même salé. La fleur d'Isola, c'est un peu le fleuron d'ici. C'est une tome qui peut ressembler un peu au morbier ou à la fontina italienne. Ça se rapproche au niveau de la pâte qui est élastique. Et celle-ci doit être affinée au moins 6 mois pour qu'elle dégage de la saveur. Plus au nord, dans la vallée, se trouve le village de Saint-Dalmas-le-Selvage, à 1500 mètres d'altitude. Il est traversé par la route de la Bonnette, qui n'a été construite que dans les années 60. Lieu important d'estive, le village, après ces siècles d'isolement, a su se préserver et conserver une belle qualité de vie. Et les échanges ici
se faisait avec les Alpes de Haute-Provence, parce qu'il était plus facile d'aller à Barcelonnette. Il fallait aller 4 heures de marche, plutôt qu'aller à Nice, et qu'il fallait 4 jours. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 51-60, il est tombé 12 mètres de neige en couches successives. Moi, j'habitais au 2e étage et j'avais un balcon et on sortait par le balcon. Voilà, on avait creusé des tunnels dans la rue pour pouvoir circuler dans le village. Chloé connaît bien les environs du village, des sites superbes heureusement bien protégés. Alors là, on n'est pas dans le territoire du parc du Mercantour. Le parc, il est plus loin derrière nous, il est plus au nord et puis plus au sud. Parce qu'ici, on est juste au-dessus de la commune de Saint-Dalmas. Et donc, il y a des territoires autour de la commune qui sont préservés hors du parc, notamment pour la chasse, par exemple. Là, sur cette grange, on voit le bois qui est utilisé. C'est le bois qui est utilisé traditionnellement dans la région pour les constructions, pour les menuiseries extérieures. C'est du mélèze, parce que il y en a beaucoup ici. C'est un arbre qui aime bien les Alpes du Sud et qui est gorgé de résine. Et ça lui donne la propriété d'être imputrescible. Donc il ne pourrit pas, il résiste bien à l'humidité. Nous mettons à présent le cap vers l'ouest pour entrer en Camargue. Arles en est un peu la principale ville, accoudée au Grand Rhône depuis plus de 2000 ans et magnifiée par Van Gogh. Dès 46 avant Jésus-Christ, Jules César en fait une importante colonie romaine. Jouissant d'une grande prospérité, elle se dote de prestigieux monuments. Du théâtre antique construit sous le règne d'Auguste subsistent encore 2 colonnes de l'ancien mur de Seine. Tout près de là, l'amphithéâtre a été bien mieux conservé. Il pouvait contenir près de 21 000 personnes. Édifié au 1er siècle, il servait au combat de gladiateurs ou de fauves. Aujourd'hui, les arènes accueillent des courses à la cocarde et des corridas. La place de la République abrite un autre vestige antique, un obélisque provenant d'un cirque romain à présent disparu. Face à l'aiguille de pierre, l'entrée de la cathédrale Saint-Trophisme, construite autour du XIIe siècle, est une véritable bible de pierre. Le portail met en scène le jugement dernier et constitue un magnifique exemple d'art roman provençal. L'église fait partie d'une vaste cité épiscopale comprenant un palais et un cloître réservé à la communauté des chanoines responsables de la gestion de la cathédrale. Le cloître possède 2 remarquables galeries romanes et 2 autres galeries de style gothique bâties au XIVe siècle. Cet ensemble architectural d'exception est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Camargue donne aussi une place importante à la riziculture. À proximité d'Arles, Thierry Philippin exploite quelques 200 hectares de terre plate. Déjà, ça a redémarré dans les années 50-60, voilà, avec une grosse production entre 20 et 25 000 hectares. Et ça a été en premier lieu sous Napoléon. L'eau arrive du Rhône, c'est le delta du Rhône, donc on arrose avec le Rhône. Et on est obligé de faire du riz à cause du sel, de faire les rotations pour dessaler les terres et faire d'autres cultures et autres céréales. Moi je fais une production de riz rouge et une production d'arlate qui est du riz long. Il faut goûter le riz rouge. Il est un peu long à cuire, mais une fois qu'il est bien cuit, c'est très 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 bon. C'est un petit goût noiseté.
La Camargue n'est autre que le delta du Rhône. Autour de tous ces étangs et de ces espaces marécageux, la ville des Saintes-Maries-de-la-Mer est la seule localité d'importance. L'église Notre-Dame de la Mer domine la ville avec sa tour crénelée. Chaque année s'y déroule pendant une semaine de ferventes veillées à l'occasion du pèlerinage des Gitans. Au son des guitares et des incantations, la crypte s'illumine alors de centaines de cierges. Tout près d'ici, il n'est pas rare de croiser de grandes manades. Des troupeaux de taureaux, de vaches et de chevaux conduits par un gardien. Au port, les bateaux viennent de rentrer de la pêche. Partis dans l'obscurité de l'aube, ils ramènent en début de matinée poissons et coquillages. Noisette Méditerranée. Encore peu connu en France, il s'agit d'un petit escargot des mers. Ça fait 7-8 ans maintenant que je travaille. Pour les petits chalutiers, la pêche est plus conséquente. Dorades et loups de mer iront directement chez les restaurateurs, toujours intéressés par ces belles pièces. À Pont-de-Gau, à quelques kilomètres des Saintes-Maries, le parc ornithologique est une réserve privée de 60 hectares. Depuis 1949, il offre un espace privilégié d'observation des oiseaux venus nidifier ou faire une halte dans leur migration. Les plus emblématiques d'entre eux sont sans conteste les flamants roses. En fait, la Camargue, c'est une des zones humides les plus riches d'Europe, une des plus riches, certainement la plus riche de France, et c'est surtout une zone humide qui est extrêmement diversifiée, puisqu'on va trouver en fait énormément d'habitats naturels en Camargue. On va trouver des zones salées, des zones saumates, des zones douces, on va trouver des pelouses, on va trouver des roselières, on va trouver du bord de mer, il y a le fleuve, il y a des étangs. Donc en fait, il y a une espèce cette mosaïque-là, elle est hyper importante, puisque pour chaque espèce d'oiseau qui va passer par la Camargue, lors de son passage migratoire, en hiver ou au printemps pour nicher, pratiquement chaque espèce d'Europe va trouver ce dont elle a besoin en Camargue. Mouettes mélanocéphales, avossettes, échasses blanches, sternes, sur certains îlots, on frise la surpopulation. Mais la vedette du parc reste le flamant rose. Limité au mois de juin, leur population est bien plus importante en hiver. C'est un oiseau qu'on ne peut pas rater, en plus c'est un oiseau qui est totalement adapté en fait à la Camargue et au milieu humide méditerranéen, puisque cet oiseau est totalement inféodé aux zones humides méditerranéennes. On va le trouver sur tout le pourtour méditerranéen, mais on va le trouver surtout en Camargue, puisque c'est le seul lieu pendant très longtemps où il a pu nicher. À quelques battements d'ailes de là, dans la manade Reynaud, on attelle les chevaux pour aller chercher des vachettes et des taureaux sur les 1000 hectares que compte la propriété. On est au bois ou plus au mont. Et on arrive là-bas, crac, on essaie de les cravater. Et après, vous pouvez dire... Parce que dimanche dernier, on en a eu 16. Ouais. Et encore un grappillant 3. Donc... Vous voulez. Merci. Il nous faut en préparer pour ce week-end, pour samedi. On a beaucoup de travail, donc on va les préparer aujourd'hui. Donc ça, samedi, ça sera plus vite fait. On sera un peu plus tranquille. L'objectif, dans un premier temps, est d'aller débusquer un groupe conséquent pour le diriger vers un enclos où sera faite la sélection définitive. Dans les terres, là, il y a beaucoup de bois, on se cache et on n'est pas sûr d'avoir toutes les bêtes qu'il nous faut. Donc il vaut mieux commencer le mercredi à les enfermer pour être sûr de les avoir le samedi.
Frédéric va diriger les sélections en fonction des commandes et des manifestations prévues, que ce soit pour la course à la cocarde ou encore l'abrivado, le traditionnel lâcher de taureaux dans les rues d'un village. Les filles de Frédéric, Aurélie et Aude, excellentes cavalières elles aussi, sont prêtes à prendre la relève. Après un long travail de sélection, il s'agit maintenant de réintégrer dans le groupe les taureaux les plus forts qui avaient été mis à l'écart. Une bonne heure et demie d'effort plus tard, il sera tout juste temps d'avaler un morceau avant de prendre la route pour livrer les bêtes choisies. Le delta du Rhône est le second par l'importance en Méditerranée. Il possède des steppes salées, des lagunes, des marais, des milieux rarement rencontrés ailleurs sur une telle étendue. Protégé par le parc naturel régional de Camargue, il est pourtant menacé, en particulier par les eaux d'irrigation chargées de polluants qui se déversent dans les étangs. Nous quittons à regret la Provence, ces paysages où se mêlent douceur de vivre et témoignages d'un passé riche, bercé par les voix chantantes de ses habitants ou les parfums de la lavande, et où il reste encore de belles découvertes à révéler.